bienvenue à Fenêtre sur le Cosmos. Bonjour Claude. Bonjour Marco. Ça va bien? Très bien. Prêt pour notre deuxième émission? Eh oui, oui. Et on regarde quoi dans la deuxième émission? Eh bien, pour faire la suite de la première, qu'on a parlé de la photo prise avec des cellulaires avec un trépied, eh bien là, on avait dit qu'on regarderait au niveau des APN, des appareils photonumériques, et on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc toi, ton choix pour ton appareil, c'est celui que tu utilises? Ben, c'est la caméra qui est en face ici, qui est notre Canon 650D. Alors, c'est un appareil qui est d'une très bonne qualité, mais c'est pas le haut de gamme, c'est pas un bas de gamme, mais je dirais c'est un moyen de gamme. Et les caractéristiques qu'on doit regarder ici, eh bien, on veut que, un peu comme pour les photos avec le cellulaire, eh bien, il faut que son temps d'exposition soit des longues pauses. Alors, ce genre d'appareil-là peut prendre des photos de 1 millième de seconde à 30 secondes, si on veut. Mais si on le met à un mode, parce qu'ici, il y a des modes qu'on peut choisir. Oui. Alors, on peut le mettre à bulbe. Et à ce moment-là, ben, tu peux faire de 30 secondes à l'infini. Alors, il n'y a pas de limite. Et une des choses qu'on n'avait pas avec l'autre, qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est de lui rajouter ce qu'on appelle un intervallomètre. Oh, qu'est-ce que c'est ça, Claude? Un intervallomètre? Ben justement, on en a un ici qui est connecté au bon endroit. Et l'intervallomètre, ce que ça fait, c'est que ça va nous permettre de prendre une photo sans être obligé d'aller peser ici sur le bouton pour partir la photo, et qui ferait en sorte que l'appareil photonumérique pourrait bouger. OK, donc ça rendrait notre image plus floue. C'est ça, c'est qu'on aurait un effet de bouger, puis dans le fond, on viendrait de rater notre photo. Parfait. À la première seconde qu'on vient de peser sur le bouton pour actionner la photo. Mais ça ici, c'est un intervallomètre pour prendre une photo. Ça prendra pas 50 photos, ça va en prendre seulement qu'une. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut être en mesure de faire, c'est d'utiliser un intervallomètre. Lui, ici, c'est un intervallomètre électronique. Ah. Qui, lui, va faire en sorte que tu vas pouvoir prendre plusieurs photos. Et la grosse différence avec le cellulaire, eh bien, c'est que lui, ici, l'objectif qui est là, eh bien, on peut les changer. Alors ici, c'est l'objectif qui est venu avec l'appareil, qui a une focale de 18 mm à 55 mm. Et j'ai aussi un téléphoto, un zoom, qui va environ de 55 à 250 mm. Alors là, tu vois que t'as une gamme là, de choix beaucoup plus grand là, à ce niveau-là. Donc, on peut changer la focale, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le cellulaire? Ben, le cellulaire, tu pouvais la changer, mais parce que, comme je montrais, il y avait trois petites lentilles. Oui. Et ça, c'est comme 3 senseurs différents avec une lentille différente pour avoir un plus grand champ ou un plus petit champ. Ouais. Donc, mais c'est quand même limité. Tu as beaucoup plus de flexibilité avec ce type d'appareil. Avec ça, ben là, toutes les possibilités s'ouvrent à toi. Ah, c'est intéressant. Et si on regarde aussi au niveau de la sensibilité, ben ça va beaucoup plus loin qu'avec le cellulaire. On peut aller de 100 à 12 800, puis il y en a même qui vont au-delà de ça. Déjà, celui qui a commencé avec le cellulaire, il y a déjà le bon trépied encore. Il est toujours... c'est ça. Si quelqu'un veut faire une progression, c'est ça, il commence avec le cellulaire, il n'y a pas le choix d'avoir le trépied. Et s'il y avait déjà une caméra, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de frais additionnels vraiment, à part peut-être l'intervallomètre. Et s'il n'y a pas de caméra, il y en a beaucoup des caméras. Ça, c'est pas une caméra neuve, là. C'est une caméra qui a peut-être une dizaine d'années que j'ai pris usagée. Et le marché de l'usager est très, très bon, est excellent. Et ça fait le travail. Et ça fait c'est ça qui est important. Ben oui. C'est ça qui est important. Alors, quelle photo est-ce qu'on peut faire avec la Canon 650D puis un trépied fixe? En fait, on peut faire toutes les mêmes qu'on a vues avec le cellulaire, incluant les poses courtes et les poses plus longues qu'on a vues, mais toujours en respectant la règle du 500. Alors ici, par contre, là, on voit que la règle du 500, c'est pas pareil. Si j'avais une longueur focale de 50 mm, ça veut dire que je pourrais pas prendre plus que 10 secondes. OK. 500 divisé par 50, ça va nous donner 10.
Alors, on est pas mal à la limite, là. Alors, les photos qu'on peut prendre avec ce système-là, ben c'est ça, on peut voir ici, justement, ça ressemble un peu à celle qu'on avait tantôt de la grande casserole. Alors ici, ben, en attendant que le soleil se couche complètement, eh bien, on peut prendre des photos de paysages. On voit ici la lune. Le bleu du ciel. Ouais. Et bon, des photos d'aurore boréale qu'on peut faire. On voit quand même qu'il y a une qualité qui est là, qui est vraiment intéressante. Et on a ici aussi encore, on peut faire des time-lapse. Ben justement, ce petit bidule-là peut nous permettre de faire des time-lapse. OK. Sauf que lui, contrairement au cellulaire, il te produira pas ton time-lapse comme tel. Dans le cellulaire, tantôt, l'autre jour, eh bien, le cellulaire, l'application produit le time-lapse, le MP4. Tandis que lui, il n'est pas capable de faire ça. OK. Pour faire ça, il existe des programmes qu'on peut mettre dans le Canon qui vont nous faire tout ça. La petite nébuleuse du voile, ou appelée le balai de sorcière, se situe dans la constellation du Cygne que voici. C'est un nuage de gaz et de poussière chauffé et ionisé. Elle constitue la partie visible des dentelles du Cygne, qui est très vaste et qui couvre une superficie d'environ 36 fois la superficie de la Lune. C'est un reste de supernova dont de nombreuses parties ont acquis leur propre nom individuel et identifiant de catalogue. La supernova d'origine était une étoile 20 fois plus massive que le Soleil, qui a explosé entre 10 000 et 20 000 ans. Au moment de l'explosion, la supernova serait apparue plus brillante que Vénus dans le ciel et visible en plein jour. Les vestiges se sont depuis étendus pour couvrir une zone du ciel d'environ 3 degrés de diamètre. L'analyse des émissions de la nébuleuse indique la présence d'oxygène, de soufre et d'hydrogène. Les dentelles du Cygne est également un fort émetteur d'ondes radio et de rayons X. Dans l'usage moderne, les noms de nébuleuse du voile, nébuleuse du Sirius et nébuleuse filamenteuse font généralement référence à toute la structure visible du vestige, voire à la boucle entière elle-même. La structure est si grande que plusieurs numéros NGC ont été attribués à divers arcs de la nébuleuse. Alors, Claude, est-ce qu'on peut se passer de la règle du 500 puis prendre des temps de pause plus longs? Plus longue que ça. Ouais. Oui, c'est possible. Oui? Oui, mais là, c'est sûr que ça va nous prendre un petit peu plus d'équipement. Donc, il faudrait qu'on ait un système qui va faire en sorte qu'on va suivre le mouvement de la Terre, ce qui va faire en sorte qu'on va suivre les étoiles. OK. Et à ce moment-là, la règle du 500, on n'a plus besoin. Elle ne tient plus. Fait qu'on a quand même deux choix qui s'offrent à nous pour suivre le mouvement de la Terre. C'est soit qu'on achète un télescope de plusieurs milliers de dollars, puis c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que nous, on veut faire ça pour monsieur, madame, tout le monde, pour que tout le monde soit en mesure d'accéder à cette activité d'astrophoto. Ou encore, on peut regarder un système qui est plus abordable, qu'on va appeler un Sky Tracker, ou un bidule, un instrument qui va suivre le mouvement de la Terre. Le mot le dit, hein? Sky Tracker, c'est sûr. Star Tracker, je veux dire. Mais ça donne quoi suivre les étoiles? Ben c'est ça, c'est qu'on va accumuler plus de lumière. Ce qu'on va appeler maintenant le signal, lui, va être augmenté et va nous permettre justement de voir plein de choses. Alors, ce qui serait peut-être intéressant de voir, c'est quoi les différents modèles qui s'offrent à nous. Là. Dans le fond, on veut pas que les gens s'achètent des choses qui sont pas abordables. Donc, on va regarder c'est quoi les prix qui sont possibles. On a plusieurs possibilités. C'est ça. Alors ici, on peut voir qu'il y a plein de Sky Tracker, de Star Tracker qui sont disponibles. On voit justement dans la colonne de droite tous les prix, la gamme de prix. Et on en voit un qui s'appelle le MSM Rotator, c'est Move Shoot Move en anglais. Et lui est à $209.
Et à date, c'est lui qu'on a vu qui était le plus avantageux. Et aussi, c'est lui qui est le plus transportable. C'est lui qui est le plus facilement... Si quelqu'un va faire de la marche en forêt et qui part avec tous ses équipements sur son dos, ben c'est le modèle qui est probablement à privilégier là, pour faire la photo. Alors, les deux systèmes qu'on a au club d'astronomie, eh bien, c'est celui que tu as dans les mains. Alors, on peut voir, c'est quand même un instrument qui est assez simple, mais c'est pas mal plus gros que celui qu'on voit ici, qui est le Move Shoot Move. Et en plus de ça, lui, ben il faut le brancher sur une prise électrique. Et ça, ben c'est peut-être moins facilement mobile, c'est moins transportable là, que. Faudrait se traîner une batterie. C'est ça, une batterie. Et ça consomme plus de courant que d'autres modèles. Donc, mais par contre, ça marche très bien. Ça fait le travail. C'est parfait. OK. On peut pas demander mieux que ça. Et le deuxième? Et le deuxième, ben c'est celui-là qu'on voit ici, qui est le MSM ou le Move Shoot Move. C'est un petit gadget chinois et ça comprend plein de choses, dont un viseur polaire. Alors, si tu me passes ça, alors le viseur polaire, eh bien, ça s'installe sur le système. Alors, l'étoile polaire est en arrière de moi. Alors, ça ici, ça vient se visser ici. Et à quoi ça sert, les viseurs polaires, Claude? C'est ça, c'est que c'est pour être en mesure de voir, de centrer notre système sur l'étoile polaire et qui va faire en sorte qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir deux axes à travailler pour suivre les étoiles, on va avoir juste un axe à travailler. Et ici, c'est un autre viseur polaire, mais c'est un laser. Et une fois qu'on a ajusté ça, c'est très, très facile à utiliser parce que l'étoile polaire, on la voit visuellement. Et eh bien, quand on allume ça, eh bien, on voit exactement si on est sur l'étoile polaire ou pas. Alors, dans le fond, ici, on peut voir peut-être quelques images que j'ai faites quand je me pratiquais. Alors, comme pour l'autre appareil, je me suis pratiqué de jour avant de commencer à faire de la photo de nuit. Et naturellement, ben si, dépendamment d'où on est, il faut avoir une bonne... une base stable. Une base stable pour le trépied de caméra. Et voici, ben c'est ça l'image là, qui nous permet de faire... Mais c'est très simple, hein? Tu pèses sur un piton, puis ça s'allume, puis c'est tout. T'as pas d'ajustements spéciaux à faire sur l'instrument comme tel. Et on peut voir ici justement ce qu'on voit dans le viseur polaire. Alors, on peut voir qu'on voit la grande casserole, on voit Cassiopée, et le point central, eh bien, c'est le pôle céleste. Mais on voit que l'étoile polaire est pas sur le pôle céleste, tout à fait. OK, donc comment on peut réaliser ces images-là avec cet instrument-là? Alors, Marco, de quelle manière qu'on va s'y prendre pour faire ces images-là? Ben, il y a des étapes à suivre. Et la première étape, eh bien, c'est la mise au niveau du trépied. Hein? Et une fois que ton trépied est au niveau, d'ailleurs, on voit que sur la majorité des niveaux du marché, il y a des petits niveaux un peu partout. La majorité des trépieds? Des trépieds pour l'astronomie, là. Aujourd'hui, on a à peu près tous des niveaux. Et une fois que ça, ton trépied, tu es certain qu'il est au niveau, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est ton alignement sur l'étoile polaire avec ton viseur que tu utilises. Alors, on voit que c'est quand même pas très, très complexe comme processus. Puis là, la deuxième étape pour trouver, c'est de trouver notre objet dans le ciel. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué. Alors, comment être certain que notre image contient l'objet qui est convoité? Eh bien, on peut jamais être certain à 100%. Une des façons de le savoir, c'est on prend une photo du ciel, de l'endroit qu'on pense que l'objet est situé, et on espère que l'objet va être là. Mais s'il n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Ben c'est là que tu vas perdre du temps à te déplacer, à reprendre une photo, te déplacer, à reprendre une photo. Et là, on peut comprendre aussi qu'avec ce type de caméra, l'APN, ton champ d'observation aussi peut devenir plus... Il y a ça, là, relativement plus petit. Alors, plus que ta focale va augmenter, plus que ton champ va rapetisser. OK. Donc, c'est sûr que... Et là, ça devient plus difficile de trouver ton objet à ce moment-là. Exactement. Y a-t-il un moyen plus facile
de trouver nos objets dans le ciel profond ou dans le ciel? Oui, si on sait où est l'objet à peu près, eh bien, on a des outils qui sont à notre disposition, qui sont sous la forme d'un laser. Alors, si on regarde le laser qui est ici, on peut voir qu'il y a des adaptateurs spéciaux là qu'on peut voir justement sur l'image ici. Et cet adaptateur-là, eh bien, vient faire en sorte que notre laser est installé sur le dessus de l'appareil photo et qui est parallèle à sa vue. Donc, ça veut dire qu'il pointe exactement au bon endroit. Et à partir de ça, eh bien, on peut voir ici, bon, de quoi ça a de l'air. Et si on regarde, est-ce que c'est précis, ça, cet objet-là? Eh bien, on s'aperçoit que oui, quand même, c'est assez précis parce que, regardez ici l'exemple de la photo. Alors, quand je visais, je voulais centrer, je regardais dans le ciel mon laser, s'il était sur l'étoile. Et quand j'ai pris la photo, eh bien, voyez-vous, elle était à peine à côté là, de quelques minutes d'arc. Alors, ça veut dire que c'est relativement précis. Mais, il faut savoir où est notre objet. Bien sûr. Si tu sais pas où est l'objet, ben là, ça, c'est un autre paire de manches. Mais si je comprends bien, Claude, on pourrait quand même, avec la caméra, essayer de se repérer dans le ciel, mais c'est beaucoup plus difficile. Puis pour l'avoir essayé, je pense que toi, tu t'aperçois des fois qu'on est un peu à côté de l'objet, tandis qu'avec le laser... Tandis que le laser, si tu as une application, l'application qu'on parlait tout à l'heure, pour se repérer dans le ciel, et là, à ce moment-là, tu dis, OK, mon objet, je le vois sur mon application, puis lui, l'appareil est en direction des étoiles, alors dans la bonne direction. Et là, tu dis, OK, l'étoile qui est là, mon objet est juste un petit peu à côté. Alors, avec le laser, eh bien, t'amènes le laser pour que ça soit exactement à l'endroit que tu penses qu'il est. Et c'est assez rare que ton objet sera pas centré à quelque part là-dedans. Et si jamais il n'est pas centré comme tu aimerais, eh bien, à ce moment-là, étant donné que tu le vois, ben, tu peux le retravailler. Aujourd'hui, nous verrons dans la salle des découvertes comment expliquer clairement le système solaire à l'échelle. Quelles sont les dimensions des planètes par rapport au Soleil? Quelles sont les distances qui séparent le Soleil et les planètes? Si disons que le Soleil est un gros ballon de 60 cm de diamètre comme celui-ci, on ne s'imagine pas facilement que la Terre par rapport au Soleil n'est pas plus gros qu'un petit pois, que la planète la plus grosse n'est pas plus grosse qu'une pomme. Finalement, la plus petite, Mercure, ne fait que quelques millimètres. Maintenant, si on regarde du côté des distances en conservant la même échelle, on verrait que Mercure est situé à plus de 25 mètres du Soleil sur la table. Surprenant, car la majorité des gens qui jouent à ce jeu pensent que Mercure est à quelques mètres seulement du Soleil. Pour ce qui est de Neptune, qui est la planète la plus éloignée, essayez d'estimer cette distance en mètres. Eh bien, Neptune serait à 2 km du Soleil sur la table. Vous en êtes surpris? Ne vous en faites pas. Peu de gens trouvent la bonne réponse. Donc, avec un simple ballon de 60 cm de diamètre, on arrive à démontrer les dimensions gigantesques du système solaire qui nous entoure. Quoi de mieux qu'une démonstration et de bons outils pour expliquer un phénomène si peu évident? Il y a aussi d'autres techniques, Claude, techniques de prise de photo qu'il faut connaître. C'est ça. La prochaine étape, eh bien, c'est la mise au foyer. Alors, si on veut avoir des belles étoiles qui sont des points piqués, comme on dit, qui sont le plus fins possible, eh bien, il faut être en mesure d'avoir un bon foyer. Et je te dirais que ça, c'est une des étapes les plus difficiles. Alors, tu le sais, hein, tu nous suis un petit peu là avec d'autres qui font de la photo, et c'est notre plus grosse, c'est un de nos plus grands dilemmes, plus grands défis qu'on a à relever, d'avoir le bon focus. Et il y a des outils pour nous aider. J'ai entre les mains, Claude, comment on appelle ça, qui est très pratique pour être capable de faire la mise au point? C'est ça, c'est le masque de Bahtinov. OK. Alors, c'est quoi, c'est un masque de Bahtinov? Ça paraît bizarre. Hein? C'est un drôle de nom, ouais. Tu regardes un peu ce qu'on appelle le pattern ou l'agencement, là.
des différentes lignes. Eh bien, ça, quand tu mets ça sur ton appareil photo numérique, comme ça, ici à l'avant, et que tu photographies une étoile, eh bien, voici ce qu'on appelle les figures spéciales que tu vas voir. Alors, si le focus est parfait, on voit qu'il y a une symétrie dans les lignes qui traversent l'étoile. Mais si le focus est trop en dedans ou à l'extérieur, on voit que la ligne centrale est pas symétrique, est pas centrée parfaitement sur l'étoile. Et ça marche coup sur coup. Si là, ta ligne centrale est en plein milieu, c'est sûr que ça va marcher. Ton image, elle va être parfaitement claire au foyer. OK. C'est ça. OK. Il y a une autre façon aussi de le faire. On peut faire ça avec l'appareil photo numérique. Là, je te redonne ça. Alors, quand on ouvre l'appareil comme ça, et bien ici, on a le petit écran, hein, et on peut se mettre dans le mode qu'on appelle Live View. Ça veut dire que ce que tu vois là, c'est ce qui rentre là. OK. C'est direct. OK. Et on peut voir ici justement une image avec le Live View qui te montre une étoile qui est hors foyer. Hein, c'est une grosse étoile, comme une petite bille. Mais quand tu réussis à avoir l'étoile la plus fine possible, eh bien là, c'est là que tu peux te dire, ben là, je suis au foyer, là, puis ça devrait donner ce qu'on voit sur l'image qui est là. Mais cette technique-là, elle s'abat pas le Bahtinov. Ah, OK, le Bahtinov est encore... Ah, le Bahtinov, c'est que tu es certain... Parce que même avec ça, tu n'es jamais certain d'être parfaitement au foyer. OK, donc si on regarde, tu as quand même plusieurs ajustements à faire en ce qui concerne ta caméra. Alors, si on fait un résumé, ben écoute, les ajustements de la caméra, ben il faut qu'elle soit réglée en mode manuel. Hein. Ici, sur le dessus, ben on a un ajustement, une roulette qu'on peut ajuster. Alors ça, il faut que ça soit mis en mode manuel. Il faut ajuster le bon ISO, hein. Alors, il faut ajuster la focale en fonction du rapport focal, puis tout ça. Faut s'assurer que les images qui vont être accumulées, qui vont être prises, sont en mode natif ou RAW. Alors ça aussi. Et une autre chose qu'on n'a pas parlé encore vraiment, c'est l'ajustement la balance des blancs. Mais à l'intérieur, tu as une fonction qui peut l'ajuster automatiquement. OK. Pas automatiquement, mais que tu peux le pré-régler. Alors, moi, je le règle habituellement à 5300 Kelvin. Alors, ça veut dire que c'est la lumière habituelle du soleil. Naturellement, le petit écran qui est ici, lui, là, il nuit beaucoup à notre vision, hein, parce que c'est blanc. Et quand on est en pleine noirceur, puis qu'on a un écran qui est blanc, ben ça nous éblouit souvent. Alors, il faut le régler à rouge, idéalement. Et une chose importante que j'ai pas ici, c'est d'installer à l'avant, ici, un pare-buée. Un pare-buée, c'est un élément essentiel. Si tu n'as pas de pare-buée, tu risques de gâcher tes photos pour une bonne partie de la nuit, là. OK. Et ça prévient aussi les lumières parasites. Si tu n'es pas parfaitement dans un endroit qui est noir, eh bien, c'est ça, tu auras des difficultés. Alors, c'est ça. Donc, si on regarde quelques images ici, ben, on peut voir la galaxie d'Andromède, les Pléiades, la grande nébuleuse d'Orion, hein. Oui. Alors, ça, bon, ça a été pris avec cette bidule-là ici, le Move Shoot Move. Et bon, puis si je me souviens, c'est des photos que j'ai faites avec une focale de 250 mm. Alors, j'étais au maximum là, de mon zoom. Alors, Claude, voilà qui met fin à notre deuxième émission. Ça a passé relativement vite. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais j'espère juste que les gens voient ça comme assez simple, comme processus, et que c'est accessible. C'est ça qui est important. Ben, j'espère aussi. Alors, bonjour tout le monde et à la prochaine émission. Lucie est une mission spatiale de la NASA dont l'objectif est d'étudier en les survolant 6 astéroïdes troyens de Jupiter qui sont positionnés au point de Lagrange L4 ou L5 de cette planète. Les astéroïdes
troyens de Jupiter sont des petits corps célestes qui circulent sur la même orbite que Jupiter autour du Soleil, à 5 unités astronomiques de celui-ci, en se maintenant en permanence à environ 60 degrés de la planète géante, en arrière et en avant de celle-ci. Le 1er novembre 2023, sur son chemin, la sonde Lucy a rencontré son premier astéroïde, Dinkinesh, et a découvert que cet astéroïde de la ceinture principale interne avait une lune, Selam. Depuis une distance d'un peu plus de 400 km, l'imageur de reconnaissance à longue portée de Lucy a capturé une photo de famille du système binaire lors d'un survol à une vitesse de 4,5 km par seconde, soit environ 16 000 km à l'heure. Dinkinesh est un tout petit monde avec moins de 800 mètres de long dans sa section la plus large. La lune de l'astéroïde est estimée à seulement 220 mètres de large. L'équipe a été surprise de découvrir que le satellite inattendu de Dinkinesh est lui-même un binaire de contact, c'est-à-dire qu'il est composé de deux objets plus petits qui se touchent. Ce survol, qui précède celui du premier astéroïde troyen, est mis à profit pour effectuer une répétition des procédures appliquées pour les survols suivants. À partir d'une trajectoire complexe, Lucy atteindra son premier astéroïde troyen en 2027. En les étudiant plus attentivement, les spécialistes espèrent en apprendre davantage sur les processus de formation de notre système solaire.